Bienvenue à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous voir si nombreux ce matin pour cette deuxième journée des métiers du cinéma et de l'audiovisuel organisée par le département Cinéma de Paris 8. Moi je suis Damien Marguet, je suis le co-responsable avec Jennifer Verres de ce département et je suis personnellement vraiment très heureux d'organiser cette deuxième édition. Donc on l'avait fait il y a 1 an et demi, une première journée. C'est vraiment l'ADN de nos formations ici à Paris 8 que d'articuler la théorie et la pratique. Et vous, étudiants et étudiantes, de vous amener très rapidement à lier des questions de réflexion sur le cinéma à des expériences très concrètes. Et cette journée, elle est là pour prolonger d'une certaine manière cette idée grâce à des invités. Je remercie vraiment Thomas Caillet, Sylvain Cochard, Léonie Tomem qui sont là ce matin pour un premier panel qui va tourner justement autour du scénario, de la préparation du métier d'agent artistique, donc de comment on prépare un film à différents niveaux. Et puis ensuite, il y aura une deuxième session qui tournera plus là, cette fois autour du décor et du costume. Chaque année, on essaye justement d'avoir des personnes qui viennent parler de différents postes, de différentes étapes dans la conception et la fabrication d'un film. Voilà, ces échanges-là, on sait qu'ils sont extrêmement précieux. Cette journée, elle est pour vous, parce que rien ne vaut comme ça, voilà, une discussion à brûle pour point autour de qu'est-ce que c'est, très pratiquement, que d'écrire, concevoir, fabriquer un film. Voilà. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette deuxième journée avec beaucoup d'énergie. Donc Céline Gaillard, ici au Diletex. Guy Dita, tout le service technique qui est présent et qui va garder des traces de ces beaux échanges. Donc il y a une première session ici dans cet amphithéâtre de table ronde et de discussion. Et puis ce sera prolongé par une projection de courts-métrages qui sont des films qui ont obtenu l'aide au film court de Cinéma 93, l'aide au film court du département de la Seine-Saint-Denis, qui est une aide très importante pour notamment des projets de courts-métrages qui ont besoin de finalisation. Et les cinéastes seront là. Donc vraiment, je vous encourage à 15h à venir dans la salle de projection pour voir ces films et poursuivre tous ces échanges. Voilà, bonne journée à tout le monde. Et je profite aussi pour remercier chaleureusement Damien Marguet qui a contribué à nos côtés à l'organisation de cette journée et Jennifer Verres aussi en tant que co-directrice du département de l'avoir soutenue. Alors, je vais faire une petite présentation rapide de nos 3 invités. Je lancerai quelques questions et ensuite l'idée c'est vraiment que vous posiez des questions et que vous profitiez de leur présence pour justement commencer à lancer un petit peu les échanges. Alors, je vais d'abord présenter Léonie Tomem. Donc, je suis vraiment très heureuse puisque Léonie, vous avez fait tout votre parcours ici à Paris 8, de la licence au master, le master réalisation et création. J'ai eu le privilège de vous avoir comme étudiante dès les premières années. Vous avez fait plusieurs stages chez Émergence. Vous avez siégé aussi au comité de sélection des scénarios courts-métrages pour le festival Premier Plan de Angers. Et donc, depuis 2021, vous êtes consultante. Et vous êtes également lectrice de scénarios pour des projets à la fois français et internationaux pour le groupe Logical Content Ventures, donc le groupe Logical qui comprend Logical Pictures et The Jokers, vous allez nous en parler un petit peu plus, qui, rapidement pour les étudiants, en fait est un fonds d'investissement européen qui est destiné à la coproduction de films et de séries et qui a pour but de renforcer la part de financement privé dans la production audiovisuelle. Vous intervenez aussi auprès de la société Radar Film. Alors, ensuite, donc, je présente Thomas Caillet. Vous êtes scénariste, cinéaste. Alors, vous écrivez vos films et vous avez aussi écrit pour d'autres. Vous intégrez la FEMIS à l'âge de 26 ans au département scénario. Et dans ce cadre, vous réalisez des courts-métrages, notamment Paris-Shanghai, mais aussi votre premier long-métrage, Les Combattants, primé à Cannes, qui a obtenu 3 Césars, grand succès. Et puis, vous revenez avec votre second long-métrage, Le règne animal, qui a été très apprécié par les étudiants.
Ici. Merci, je vous avais dit que c'était chaleureux comme ambiance. Et donc, voilà, vous avez obtenu 5 Césars lors de la dernière cérémonie pour Le règne animal. Donc, vos films, hein, rapidement, sont singuliers, libres, profondément humains. Ils apportent un souffle nouveau au cinéma français. Hein, et ils sont un peu comme vos personnages, ils prennent la vie à bras-le-corps. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils nous touchent. Et donc, je présente notre troisième invité, Sylvain Cochard. Et donc, c'est assez émouvant puisque Sylvain a quand même a étudié le droit à Nanterre, mais c'est un ancien étudiant de Paris 8, alors pas du département cinéma, de sciences politiques, mais donc, voilà, c'est un retour un peu sur, sur les débuts. Et on va beaucoup parler des débuts parce que justement, c'est aussi l'objectif de cette journée. Sylvain, vous êtes agent artistique chez Film Talent. Alors, donc c'est une agence qui a été lancée par Simon Ray, qui est notamment l'agent de Yann Gonzalez, je le dis puisque c'est un cinéaste qu'on a accueilli ici à Paris 8. Et donc c'est une agence qui représente plus de 150 scénaristes et réalisateurs, dont Julia Ducournau, François Ozon, Mathilde Diop, Bertrand Bonello et la scénariste, je le dis, hein, Fanny Herrero, puisque certains d'entre vous ont dû voir la célèbre série 10%, donc, qui est centrée sur le milieu des agents artistiques. Alors, la spécificité de votre agence, et ça je le dis aussi pour les étudiants, c'est que c'est une agence donc, qui n'est pas une agence d'acteurs, c'est une agence d'auteurs, à l'exception d'un seul acteur que vous, que vous suivez, Sylvain Cochard, Jean-Pierre Léaud, hein, qui est donc l'emblème de la nouvelle vague, cet acteur exceptionnel découvert par François Truffaut pour Les 400 coups. Alors, parmi vos nombreux talents, hein, vous suivez notamment la réalisatrice Elena Klotz, qui elle aussi est venue nous rencontrer à l'Université Paris 8, qui est une ancienne du département cinéma. Et par ailleurs, vous êtes aussi l'agent de Gala Hernandez-Lopez, chercheuse et cinéaste, doctorante au sein de notre laboratoire de recherche, hein, l'ESTCA. Et je profite de ce clin d'œil pour remercier Eugénie Zvonkin de sa présence en tant que co-directrice de notre laboratoire. Je remercie aussi chaleureusement Mélanie Fauré, enseignante du département, pour sa présence avec nous. Et donc, on est très fiers du film de Gala puisqu'elle a obtenu pour La mécanique des fluides le César du meilleur documentaire de court-métrage cette année. Alors, donc, après cette rapide présentation, je me tourne vers vous trois pour vous demander un petit peu de revenir sur vos parcours avec, pour angle d'attaque, la question de l'écriture. Quelle place a occupé l'écriture, l'objet scénario, hein, sur un plan artistique ou juridique, pour vous tout au long de votre formation et, je dirais, de vos toutes premières expériences. Alors, Léonie, si tu veux nous dire un petit mot. Le scénario, du coup, la place qu'il a pris assez vite, c'était du coup davantage au sein du master qu'en licence, où on avait pratiqué le scénario dans le cadre d'exercices. En master, sans doute que beaucoup ici y sont, on passe une première année à développer un court-métrage. Et en fait, moi, à ce moment-là, ça a été assez évident que c'était mon endroit, en fait, ces différentes étapes-là, le moment aussi où on confronte le scénario au regard des autres, tous ces cours qui nous permettent d'échanger et de lire aussi les projets des autres. Donc voilà, ça a été une année assez décisive qu'il a fallu adapter aussi par la suite, puisque ce scénario, il a traversé le Covid, il a dû être réalisé après le Covid, donc ça engage aussi de la réécriture et c'était intéressant finalement. Et après, l'objet en soi du scénario, il a pris une place importante dans mon parcours, puisque, comme vous le disiez, je suis devenue lectrice, je travaille en tant que lectrice régulièrement depuis presque 3 ans et demi maintenant. Et donc, c'est une autre manière complètement d'aborder le scénario, puisque c'est lire les projets des autres et... disons que la lecture, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie aujourd'hui, mais de différentes manières. C'est-à-dire que quand je vais lire pour une boîte de production, je ne vais pas du tout aborder la lecture de la même manière que quand je vais lire pour
un ami et que je vais lui faire une consultation, ou quand je vais lire dans le cadre d'un festival, comme tu le disais. Voilà, le scénario, il prend cette place-là. Après, je pourrais développer plus, mais voilà. Ok, rouge-vert, simple. Bonjour. Le scénario, l'écriture, moi, c'est arrivé en douceur, en fait. Hein. Je crois que le premier truc que j'ai commencé à écrire, c'était des chansons. J'ai écrit des chansons pendant quelques années, en croyant assez fort à ça, quoi, à la musique. Et puis après, j'ai travaillé il se trouve que j'ai bossé dans l'audiovisuel pendant plusieurs années. Et l'écriture est revenue par un chemin détourné parce que j'étais producteur junior dans une société de production de documentaires pour la télé. Et on n'avait pas de quoi payer les auteurs concrètement, donc c'est moi qui faisais les enquêtes. Les enquêtes pour les films, les notes d'intention, etc. Puis je signais avec un autre nom. Et quand on arrivait à vendre les films, d'autres gens faisaient les films. Donc c'était un peu frustrant et en même temps c'était assez excitant de trouver ces projets et de les développer. Donc je suis revenu un peu à ça et donc parallèlement j'avais un petit peu un manque du côté de la fiction, donc j'ai lu à peu près tout ce qui s'était écrit et qui était disponible sur la question de la dramaturgie, etc. Et c'est ça qui, au final, m'a donné envie, un peu sur le tard, puisque tu disais, effectivement, je suis rentré à la FEMIS à 26 ans, de passer ce concours, et de m'obliger, enfin c'était un peu l'idée, c'était de m'obliger à passer du temps à ça, parce que j'avais cru remarquer en tout cas avant, que avoir un boulot et écrire le week-end, ça marche pas, qu'il faut être quelque part un peu sans filet, y compris en termes de moyens de survie, c'est pas mal pour s'obliger à écrire, parce que c'est pas facile. Donc la FEMIS 4 ans à faire que ça, ou en tout cas 3, parce que la première année c'est un tronc commun, peut-être que vous le savez. Là, pendant ce temps-là, moi j'ai survécu grâce aux fiches de lecture justement et aux lectures pour des boîtes de prod, des chaînes de télé, des distributeurs. Et puis le scénario c'est devenu un truc, un muscle quoi, qu'on travaille au jour le jour. Le gros avantage, en tout cas c'est mon vécu de cette école, c'est qu'on écrit beaucoup. Donc j'écrivais l'équivalent de 2 longs métrages par an pendant 3 ans, donc 6 scénarios de longs métrages en 3 ans. Donc tout n'est pas bien, mais en tout cas on se désinhibe, on apprend à trouver notre pente. Et aussi notre méthode, c'est-à-dire qu'il y a dans les livres il y a des méthodes. Moi je suis assez j'aime pas trop les méthodes, mais en tout cas on chope des choses dedans, on se fabrique une boîte à outils et on avance comme ça quoi. Et après c'est devenu plus comment dire, les questions de l'écriture je l'ai apprise à ce moment-là, et après l'école c'est plutôt la question de la réécriture qui est presque une autre épreuve que l'écriture, c'est-à-dire comment on remet sans cesse sur l'établi quoi, notre travail, et souvent avec d'autres, parce que de la même façon à la FEMIS j'écrivais seul, et à la suite de l'école j'ai décidé d'arrêter d'écrire seul, et j'ai écrit tout ce que j'ai fait, je l'ai écrit en duo. Voilà, donc c'est une expérience aussi de duo, l'écriture. Moi, forcément, mon positionnement par rapport à l'objet scénario est arrivé beaucoup plus tard et d'une manière un peu différente. Moi, ayant été par le passé, j'ai été pendant quelques années dans le spectacle vivant, j'ai accompagné des compagnies de théâtre dans la production. Donc le rapport au texte, finalement, est arrivé à ce moment-là, assez tard, et par rapport à des textes de théâtre. Et ensuite, en tant qu'agent, quand je suis arrivé chez Film Talent il y a 7-8 ans, à l'époque, on représentait aussi des acteurs, donc ne serait-ce que le rapport au scénario était aussi différent. Parce que les scénarios que je lisais étaient en général des scénarios finalisés, dont l'enjeu était simplement de servir, c'est un gros simplement, mais de servir de support pour financer des films, mais sur des versions déjà finalisées. Et puis en accompagnant des auteurs, effectivement j'ai fait le constat assez évident que le scénario finalement est au centre du risque que les auteurs prennent, parce que les auteurs sont les seuls à prendre des risques avec les producteurs dès le début. Je rentre tout de suite dans quelque chose d'un tout petit peu technique, hein, mais simplement effectivement il faut quand même avoir conscience
que quand un scénariste travaille pendant 3 ans, 4 ans sur un scénario pour lequel il va être rémunéré en risque, sur un premier long cinéma un peu d'auteur, il va être rémunéré en risque entre 20 et 30 000 euros. Il prend du risque, il prend sa part de risque, puisque par définition, si vous faites le prorata de sa rémunération sur les 4 ans sur lesquels il va travailler, il participe au risque. Et donc ensuite, le scénario, j'ai effectivement fait le constat qu'il était central. On va rentrer un peu plus dans les détails, mais notamment effectivement tout ce qui découle du financement, et c'est vraiment l'objet d'où part. Voilà. Mais moi, mon propre rapport au scénario, il est arrivé très tard, surtout que le rapport de l'agent au scénario, l'agent est sollicité souvent au début pour savoir si le scénario est envoyable à des producteurs, pour savoir si effectivement... Et ensuite, une fois que le producteur est dans la boucle, l'agent a plutôt tendance à disparaître. Donc le rapport de l'agent au scénario, il est soit très en amont, soit beaucoup plus tard, quand on en est à une... Je parle de long métrage pour l'instant, quand on en est à une V12, que tout le monde y voit flou. Là, parfois, l'agent revient un peu dans la boucle parce qu'on lui demande à lui soit des retours de lecture, soit de lire pour pouvoir orienter vers des consultants, vers des co-auteurs, etc. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'était le rapport de l'agent au scénario est assez particulier, il est assez c'est multiforme, donc... Non, mais c'est super. Justement, ça me permet de rebondir sur la question des consultants, puisque c'est quelque chose que peut-être les étudiants vont découvrir ou seront eux-mêmes amenés à faire progressivement. Et donc, je voulais savoir un petit peu pour tous les trois. Donc, vous, c'est cette mise en relation peut-être des auteurs, réalisateurs avec des consultants. Léonie, peut-être nous dire un petit mot sur, concrètement, comment, si vous pouviez, je ne sais pas, même raconter une anecdote pour permettre aux étudiants d'approcher un petit peu ce que ça peut représenter. Et vous, Thomas, est-ce que vous avez fait appel à des consultants, par exemple, à des moments de blocage dans certaines étapes d'écriture, ou vous-même, peut-être, l'avez-vous été donc voilà, peut-être on peut déplier un petit peu cette question-là. Okay. Alors moi, mon expérience de la consultation, elle est assez récente, d'une part parce que j'ai mis du temps on a mis du temps à me proposer de le faire, et j'ai mis du temps à me sentir suffisamment légitime pour le faire. Pour donner une anecdote, disons qu'une des premières fois où on m'a demandé de le faire, c'était pour un particulier. Parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Lecteurs Anonymes. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus, mais qui est une association donc, de lecteurs, parce que le travail de lecteur est un travail qui est très peu réglementé, c'est-à-dire que le prix de l'affiche, c'est quelque chose qu'on nous impose plus qu'on va donner. Donc ça, au départ, c'était aussi un peu particulier de se positionner, puisque de toute façon, on me donne du travail, je le prends. Donc avant de discuter le prix de l'affiche, j'ai mis du temps aussi. Et donc dans ce cadre de lecteurs anonymes, il y a aussi des dépôts avec des particuliers qui demandent une consultation, par exemple sur un long métrage. C'est des projets qui sont plus ou moins produits. Par moments ils le sont, par moments ils ne le sont pas. Et moi, pour me faire la main, j'ai fini par oser le faire et demander une rémunération pour le faire, ce qui m'a coûté un petit peu... il a fallu que j'y aille, quoi. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que... Alors, moi, je l'ai fait de manière très peu réglementée, c'est-à-dire que j'ai décidé de le faire un peu comme je voulais, et en disant que c'est comme ça qu'on fait. Donc j'ai lu le scénario, j'ai décidé de faire une fiche qui était forcément du coup beaucoup plus développée que les fiches que j'allais faire pour une boîte de production, et j'ai tenté des pistes de réécriture, donc par rapport à ce que je connaissais du scénario, par rapport à ce que j'appliquais à mes lectures pour des boîtes de production, je suis allée un petit peu au-delà, et puis j'ai essayé de trouver des
de faire des propositions au sein d'une longue fiche, tout ça en argumentant pour quelles raisons je considérais que ce personnage méritait sans doute d'être un peu plus développé, là où certains dialogues peut-être pouvaient avoir des faiblesses, enfin d'une manière assez globale. Donc en fait, il n'y avait pas du tout sur cette première consultation, il n'y avait pas du tout de règles. Puis plus tard, en fait, la boîte de production pour laquelle je travaille, principalement donc Logical Pictures, m'a demandé sur un projet qu'ils étaient en train de développer, sur lesquels ils s'étaient positionnés, de faire une fiche sur un film que j'avais lu 1 an et demi plus tôt, il me semble, qui est un film italien fantastique que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, je pense que c'est parce qu'ils savaient que je l'avais aimé qu'ils m'ont proposé de faire une fiche, une espèce de consultation, donc cette fiche-là. Alors ça, c'était encore plus abstrait, puisque là où j'avais eu un lien direct avec l'autrice dont j'avais fait la première consultation quelques années avant, là, j'avais aucun lien avec les producteurs ni avec les auteurs. C'est un film italien très loin de moi, quoi. Mais c'était assez passionnant, et c'est pareil, c'était un positionnement, en fait. C'est-à-dire que j'ai mis un peu le costume, je me suis dit, bon, je suis assez légitime pour le faire, le projet, je le connais bien, je le relis. 1 an plus tard, il a changé. Et surtout, la difficulté, c'était de dire ce qui n'allait pas, alors qu'au départ, c'était un des projets que j'avais lu, que je trouvais le plus solide, quoi. Mais il n'empêche qu'il y avait un final complètement dingue, qui était une rupture de ton folle. Et il y avait quand même, à cet endroit-là, je considérais qu'il y avait un endroit où il fallait l'amener d'une manière sans doute un peu plus subtile, pour que ça soit ça tombe un peu moins comme un cheveu sur la soupe, et qu'on évite aussi un peu le côté série B que ça pouvait avoir. Enfin, voilà. Et donc du coup, c'était hyper intéressant. Et je précise d'ailleurs que donc, dans le cadre de Logical Pictures, de The Jokers, pour les boîtes pour lesquelles je lis principalement, on est principalement donc sur du genre. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose de très intéressant en sortant de Paris 8, ou en le faisant en parallèle, parce que moi, j'étais pas du tout sur le film fantastique, j'étais pas sur le film d'horreur. Et je me suis retrouvée à en lire énormément, ce qui a nourri une envie d'en voir, de m'approcher de ce genre-là, de ce registre-là, du fantastique et de tout ce qu'on pouvait y faire, et c'était assez passionnant. Donc voilà, d'où la difficulté quand même d'aller se projeter très peu de temps après la sortie du master sur des projets qui n'avaient rien à voir avec ce que j'écrivais ou ce que j'avais pu faire jusqu'à là, et à un moment un costume à mettre pour y aller, quoi. Voilà. Il y aurait plein de façons d'aborder cette question-là. Il y a un truc que tu as dit que je trouve hyper important, c'est le fait qu'on est souvent bon consultant des projets qu'on aime. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un esprit critique très affûté et qu'on est très négatif, parce qu'on arrive à voir tous les points ratés d'un scénario, qu'on va être un bon consultant pour ce scénario. Il faut avant tout avoir une sorte d'exigence bienveillante envers ce qu'on lit pour être la bonne personne à consulter. Moi, ça a démarré pareil par les fiches. Alors, je me souviens encore du prix des fiches à l'époque. C'était un super plan de la Fémis. Je leur ai demandé un plan pour gagner de l'argent. Et donc, ça m'avait coûté la première 8 heures de travail pour 30 €. J'étais assez heureux. Et après, on descend en heures, parce qu'après, on apprend à lire vite et à travailler plus vite, mais c'était quand même pas assez. Et je sais plus. Et je crois qu'au max, il y avait des contrats à 100, 120 à l'époque, mais c'était il y a une dizaine d'années, donc ça a dû augmenter, j'espère. Non. Oui, puis en fait, la particularité, c'est qu'on est auto-entrepreneur la plupart du temps, donc ça, c'est aussi un statut particulier. Mais oui, ça a augmenté. Parlons fiscalité. Donc les fiches et alors la consultation, moi je trouve que c'est intéressant, ça peut être un piège aussi. Ce qui est bien dans la consultation, c'est que ça permet c'est assez pratique en termes de temps, en termes d'organisation du temps de travail. Et puis c'est pratique aussi pour la personne qui nous engage, parce que on s'engage pas sur des trucs sans savoir. D'abord on estime le temps qu'on va avoir ensemble. On peut comme ça planifier un nombre de séances. C'est de gré à gré, c'est assez simple.
Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur la question du partage des droits, parce qu'il faut quand même le dire, le consultant n'a pas de droit d'auteur, là où l'auteur ou le co-auteur a des droits d'auteur. Et la limite entre les deux, elle est parfois très très fine. Je trouve notamment, il y a cette espèce de truc, enfin la SACD là-dessus, elle a un positionnement qui est, je trouve, critiquable, qui est le fait qu'on est auteur quand on écrit, donc ça c'est juste, mais il y a des fois, on est auteur quand on pense aussi, on est auteur quand on structure, et on peut être auteur dans une... Enfin ça c'est mon avis, et ça pour le coup c'est pas du tout reconnu, donc c'est un peu un truc chelou, où il faut arriver avec les années à comprendre ce qui est de l'ordre de la consultation et ce qui est vraiment de l'ordre d'une renégociation de la dramaturgie qui fait qu'on change de cadre. Et ça, il faut aussi parfois avoir l'expérience pour pouvoir imposer le changement de statut, ce qui est vraiment franchement pas simple parce que c'est très rapidement conflictuel. Cela dit, la consultation quand on est dans le bon cadre, ce qui est hyper beau, c'est d'arriver à fantasmer avec quelqu'un des changements et de pousser des changements dans un espace qui est déjà généralement très structuré. Moi, généralement, quand on fait appel à moi j'en fais assez régulièrement, de la consultation, enfin quand je peux, et surtout quand je me sens inspiré. Je refuse beaucoup de consultations parce que j'ai l'impression que mon avis ou mon regard va pas apporter un truc déterminant. Souvent, le scénario est écrit, il est en version 2 ou 3 d'écriture. Et il y a souvent soit ce syndrome du ventre mou, qui est souvent le cas le plus commun, c'est-à-dire il y a un moment dans le film où on n'est plus avec les personnages, on perd les enjeux, on s'ennuie, on a envie que ça accélère, on ne sait pas trop comment. Il peut y avoir aussi des problèmes de lisibilité d'enjeux de personnages sur toute la longueur du film. Parfois c'est des longueurs aussi, ou trop d'arborescence, trop de personnages disséminés. Donc il y a plein de raisons. Et puis souvent c'est quand même aussi des moments où le projet commence à patiner. Enfin ça tu pourras peut-être enchaîner là-dessus parce que c'est effectivement le moment où souvent on demande à beaucoup d'acteurs différents d'intervenir sur le scénario, et c'est pas forcément les moments les plus faciles parce que il y a généralement l'auteur qui a plus de recul parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'il travaille, le producteur qui voit le film à un autre endroit, qui a commencé à le faire lire à un distributeur qui dit ça manque d'efficacité, faudrait angler par là. Peut-être que c'est passé aussi par 1 ou 2 comédiens qui ont fait leurs réflexions et ça commence à être un gros nœud de voilà. Et là généralement on sort le joker consultant et il faut se débrouiller avec ça. Et en tout cas moi ce que j'ai appris en faisant ça, c'est qu'il faut toujours se ranger du côté de l'auteur. C'est-à-dire c'est lui qui a la parole d'évangile, il sait au fond. C'est pas parce qu'il le fait pas qu'il sait pas. Il sait, sauf qu'il s'est un peu perdu, mais généralement la réponse elle est dans le projet, elle est en lui. En elle, il faut aller chercher le truc. Donc c'est généralement pas des solutions miracles. C'est plus du travail et du tamis, quoi, de la décantation. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter finalement, si ce n'est qu'effectivement, c'est intéressant parce que quand tu parles vraiment du travail sur le texte, c'est le fait que si ces problèmes arrivent, là on rentre un peu dans une certaine, enfin pas une technicité, mais le fait que ça arrive à la V2 dialoguée ou à la V3 dialoguée, c'est qu'en général, et là d'ailleurs l'agent intervient, c'est que normalement c'est que ça n'a pas été réglé, c'est que ces problèmes-là n'ont pas été réglés au niveau du traitement. Et que c'est vrai que moi j'ai tendance parfois, et ça agace les auteurs que je représente, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers, les échéanciers qu'on négocie et tout, mais un enjeu est quand même d'obliger nous-mêmes, parfois à la place qui est la nôtre, qui peut être désagréable, d'obliger les auteurs qu'on accompagne au quotidien à travailler vraiment sur le traitement, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas justement avec des consultations, alors soit des consultations dès le traitement. Peut-être Sylvain dire un petit mot sur le traitement, parce que tous les étudiants, comme ils ont des niveaux différents. Oui, alors il y a dans un process d'écriture, toujours sur du long métrage, hein, en général on définit plusieurs étapes. La première étant un synopsis, un traitement suit, pour dire les choses un peu grossièrement, je pense que je vais me faire... c'est un résumé du film en 15, 20, 25 pages. Ça passe.
qui en tout cas met en place les enjeux de structure, les enjeux de personnage, qui fait que normalement quand un traitement est abouti, derrière l'enjeu du dialoguer ne doit pas quand on passe au dialoguer, c'est pas on ne peut pas régler par le dialoguer théoriquement les enjeux de structure, de personnage, etc. Notamment peut-être de ventre mou. Mais dis-moi. Je dis une bêtise. Non, juste, il y a un truc particulier au traitement, je trouve, c'est à la fois un truc qui est assez beau, le traitement, mais c'est aussi un peu un outil magique, au mauvais sens du terme, c'est que souvent, on fait un peu de la littérature dans le traitement. Et c'est bien d'ailleurs de le faire à ce stade-là de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est souvent dans la tête des personnages au traitement. C'est-à-dire que le synopsis, c'est un objet hyper froid, où on dit, voilà, Paul rencontre Sabine, il se passe ça, tac, 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 tac. Et c'est ce qui est le plus dur à faire, parce que il faut du temps pour faire court. Donc le premier synopsis, généralement, il est assez mauvais, mais il pose un petit cadre. Le traitement, c'est là où commence à arriver le ton, la chair du film, etc., et la structure. Mais souvent, on a besoin d'être dans la tête des personnages pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, etc. Et c'est souvent ce truc-là qui peut avoir l'air très beau, très réussi au traitement et qui devient très compliqué au scénario parce que ça se passe pas de manière si simple. C'est pas si lisible. Il faut parfois plusieurs scènes pour raconter un seul truc. Et c'est là où les scénarios commencent à se perdre, à se diluer, à devenir très longs, etc. Bref. Mais donc toi aussi, tu partages cette idée qu'il faut vraiment avoir quand même, avant de passer à la V1... Oui. Non, je pense qu'il faut... Plus on passe du temps sur ces étapes préliminaires, plus l'écriture est facile et plus elle est effectivement retravaillable à l'envie. Plus le mécano en fait est clair, plus derrière ça devient simple de refaire j'ai pas la suite de la métaphore, la peinture. On va faire. Donc actuellement, là, par exemple, je fais une consultation pour un réalisateur qui s'appelle Damien Manivelle. On travaille ensemble et sur le traitement pour une fois. Ça c'est bien, c'est une consultation sur le traitement. Et ce qui est vraiment hyper agréable, c'est que d'une séance à l'autre, le film bouge, ça va très très loin, quoi. Et donc on sent que avec cet objet-là, parce que le film tient encore on est encore à 2 pages et demie, un truc comme ça. Il y a cette espèce de truc très très élastique. Et donc ça permet de réfléchir vite, d'aller du local au global très rapidement. Je sais plus, la semaine dernière, il m'appelle pour me dire que il avait changé l'âge de son personnage, mais il l'avait vraiment changé. C'était un personnage qui avait 35 ans, une femme de 35 ans qui devenait une femme de 75 ans. C'est pas du tout la même histoire. Et avec ce petit détail en début de traitement, le film était plus du tout le même. Et les deux versions comparées permettaient de... Alors forcément, d'ailleurs c'est un bon exemple sur je trouve la place qu'on a en tant que consultant. C'est-à-dire que quand je vois le truc, je trouve que sa deuxième version marche pas du tout, mais je lui dis pas. Donc on a avancé. Lui était hyper motivé parce qu'il avait passé la nuit dessus. Donc pendant une journée, il m'a fait la réclame sur sa version de synopsis, et ça a permis de tout descendre. Et 24 heures plus tard, il était revenu à sa première version, mais en changeant des choses et en prenant des trucs de la deuxième. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas faire avec 2 versions de scénario. Déjà, ça prendrait 6 mois pour les écrire, et c'est impossible, c'est indépétrable en fait. Il y a trop de matière. Donc le traitement ou le synopsis, moi je défends de plus en plus ces versions-là, et je trouve que comment il s'appelle, c'est Schrader, le scénariste de Taxi Driver, qui lui dit que ces étapes de structure, que derrière ces étapes de structure, derrière le petit canevas qu'on fait du film, il y a une autre étape juste avant l'écriture qu'il appelle la tradition orale, si je me trompe pas. Et cette idée de la tradition orale, c'est qu'un film, ça se raconte plutôt que ça s'écrit. C'est-à-dire que une fois qu'on a notre canevas à peu près, on doit être capable de raconter à quelqu'un un film comme si c'était la meilleure anecdote de notre vie, et ça doit captiver l'auditoire pendant 25 minutes, 30 minutes. Et tant qu'on n'arrive pas à faire ça sert à rien de commencer à écrire. Moi, c'est comme ça que j'ai écrit le dernier avec ma co-scénariste. On s'est vraiment forcé à ça. Alors, c'est vraiment dur, quoi, parce que ça commence rarement comme la meilleure anecdote de notre vie. Les premiers mois, ça ressemble vraiment à la pire blague de la terre, du mauvais oncle en fin de repas. Mais au bout d'un moment, en fait, on comprend pourquoi il y a des choses qu'on arrive à faire passer ou non. Voilà. Donc du coup, revenons sur le traitement pour toi, Sylvain. Cette étape. Je ne sais plus ce qu'on disait sur le traitement. Je crois que tout a été un peu dit. Il y a peut-être les enjeux de la consultation. Ce qu'on disait sur la consultation, effectivement, les places un peu
parfois un peu aléatoires et mal définies des consultants. Je crois que tu as dit l'essentiel, si ce n'est que parfois, quand les consultants aussi sont un nom et ont une certaine notoriété, parfois on a des effets un peu inverses, même si c'est anecdotique. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait juste une consultation qui fera très bien par ailleurs, mais l'enjeu de le mettre au générique, parce que les génériques ne sont pas exactement les mêmes, l'enjeu de le mettre au générique sur l'écriture valorise le scénario, peut aussi permettre, dans le cadre de recherche de financement, de faire valoriser ce nom-là, et c'est pas anecdotique. Donc, on ne traite pas de la même manière les scénaristes en fonction aussi de leur notoriété. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des cas de figure où on insistait, pas de mon côté, mais pour que justement des consultants aient du droit d'auteur sur des scénarios sur lesquels ils avaient fait une consultation ou deux consultations, parce que derrière, le message envoyé dans le cadre de recherche de financement, etc. etc. Donc voilà, c'est anecdotique, mais il y a beaucoup de batailles effectivement autour de... Mais le principe demeure, mais tu l'as bien dit, c'est un consultant n'écrit pas, mais une fois qu'on a dit ça... Et les productions font appel à toi les producteurs peuvent faire appel à toi pour aller chercher les consultants, parce que je pense que ça fait partie aussi du alors travail. totalement. Maintenant sur les consultants, alors oui, maintenant il y a deux légitimités face à un scénario. La principale, c'est celle de l'auteur, et l'autre légitimité qui existe, c'est quand même celle du producteur, puisqu'il paye. Mais en général, c'est davantage les auteurs avec lesquels je travaille qui s'adressent à moi pour avoir des consultants qui pourraient, ou des co-auteurs d'ailleurs, le cas échéant, qui pourraient correspondre à leur projet au moment où ils en sont, plutôt que les prods. Ça arrive, hein, mais comme in fine, c'est quand même l'auteur qui choisit avec qui il va travailler. En général, c'est plus le chemin. Et pour le coup, là, effectivement, il y a une question de positionnement de l'agent et de l'agence. Il y a quand même un intérêt pour les auteurs à travailler avec des agents qui, d'une part, comprennent peu ou prou ce qu'ils font et qui pourront aussi les diriger vers d'autres personnes parce qu'ils partagent la même sensibilité, le même rapport au texte, vers des gens dont ils savent que ça les aidera, qui ne vont pas les envoyer dans le décor. Avec des gens qui ont une même identité, un rapport, voilà. Oui, ça c'est très important parce que c'est vrai que les étudiants peut-être ignorent un peu plus l'importance pour un scénariste et réalisateur d'avoir un agent. C'est vrai qu'on connaît davantage la relation acteur-agent. Alors je me tourne vers la salle puisque je sais que vous avez des questions. Et alors peut-être, je ne sais pas, est-ce que Mathieu, vous voulez ouvrir le bal et puis ensuite je sais que les questions vont s'enchaîner. Je vous laisse la parole. On va faire, pardon, excusez-moi, oui, on va faire passer un micro. Alors, merci de lever la main comme on enregistre l'échange. Donc voilà, vous n'hésitez pas à lever la main et on vous fera circuler le micro. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est, bon, là je parle en tant qu'étudiant en master et on est plusieurs dans ce cas-là dans la salle. On a un rapport à l'écriture très solitaire, forcément, vu qu'on est pris sur une version de scénario qu'on écrit seul et qu'on retravaille seul. Or, tous les trois, vous avez un rapport plus, forcément de collaboration, que ce soit en tant que co-auteur, consultant, consultante, lectrice. Comment on travaille à plusieurs sur un scénario, que ce soit en tant qu'auteur, ou même quelle place vous avez, lectrice et consultant, consultante, par rapport à l'auteur et par rapport au scénario et à la matière première du film. Non ? Je peux démarrer. Je pense que ça dépend vraiment de avec qui on travaille et à quel stade on arrive de l'écriture. Encore une fois, moi je parle avec mon expérience. J'ai pas d'expérience de long métrage. Je suis vraiment, ça fait peu de temps que déjà je dis que j'écris et que je me présente en tant que scénariste et comme personne qui est capable de venir aider quelqu'un sur son scénario, ce qui n'est pas évident au départ. Voilà. Effectivement, moi j'ai fait la même formation que vous, donc cette année passée avec son scénario, ça peut être à la fois solitaire, mais en même temps, encore une fois, moi ce qui m'intéressait énormément, c'est les moments d'échange, ces espèces de ping-pong aussi, qui d'une certaine manière
sont aussi, en fait, ça dépend évidemment la place qu'on y apporte et la place qu'on donne en tant que lecteur ou lectrice dans le cadre de la formation. Pour moi, c'est déjà une forme de collaboration en soi, puisque c'est un retour, et le scénario, c'est un objet qui est voué à être lu et qui est une base d'échange, ou simplement c'est un objet qui permet de se faire comprendre, et il est important de se faire comprendre, et sans doute aussi les notes d'intention, tout ça sont des textes qui permettent d'affiner ça pour la personne qui va lire. Moi, de ma petite expérience en tant que collaboratrice et au début de la co-scénarisation, ça dépend beaucoup. Par exemple, la première collaboration que j'ai faite sur un court-métrage, c'était justement un étudiant de Paris 8 qui était étranger, et qui, de manière assez évidente, du coup, avait besoin de quelqu'un pour lui permettre d'écrire en fait sa pensée, quoi. Et donc en fait, avec cet étudiant-là, pour le coup, ça a été presque comme un travail d'enquête, quoi. Il a une version qui est effectivement peu lisible. Enfin, ça va être des phrases, des idées qu'il a fait traduire plus ou moins bien par quelqu'un qui est quelqu'un qu'il a trouvé autour de lui. Et puis en fait, on va travailler longtemps ensemble à ce qu'il me décrive toutes ces idées et à y trouver une structure, quand même un semblant de structure, tout en gardant sa vision, ses envies, ses idées et sa singularité qui est aussi très forte en plus sur les premiers films à la fac. Et puis plus récemment, ça va être arrivé, oui, à différents stades de la version. Actuellement, je coécris un projet dont on a commencé depuis le début ensemble, mais ça m'est arrivé d'arriver sur un projet à une V2, presque au départ comme consultante, et puis derrière, je donne des pistes de réécriture, on regarde aussi un petit peu les dialogues, on tâtonne ensemble, et donc ça se transforme en collaboration. Mais je ne veux pas parler généralement, mais j'ai l'impression que le travail à deux, ce travail de duo, il est de plein de formes, quoi. Il prend plein de formes et il dépend vachement avec qui on travaille, qui on est, les affinités aussi, et la manière de travailler de chacun. Voilà. Le premier truc, je dirais que c'est pas parce qu'on est à deux qu'on n'est pas tout seul. Donc ça, faut pas avoir peur de ça. On reste quand même très très seul, hein, pendant l'écriture, même quand on écrit à plusieurs. Donc c'est pas une expérience très différente en fait, l'écriture et la coécriture, parce qu'il y a quand même ce. Alors après, moi, il y a un truc que je précise juste, un truc d'emblée, c'est qu'il y a une situation que je ne connais pas, c'est écrire coécrire en tant que scénariste avec un autre co-auteur qui serait scénariste seulement. C'est-à-dire que j'ai coécrit avec des auteurs-réalisateurs, et j'ai coécrit en tant qu'auteur-réalisateur. Mais donc je ne sais pas ce que c'est travailler dans un pool d'écriture, par exemple. Ça, je ne sais pas. Du coup, c'est différent parce que ça signifie qu'il y a quand même toujours dans les duos dans lesquels j'ai travaillé, il y a toujours quelqu'un qui est quand même le responsable de ce qui va se passer derrière, qui doit guider le projet. Et c'est souvent cette personne-là qui est seule, qui vit avec ce poids de ce que le film ou la série ou le projet va devenir ou pas. Après, je trouve que la coécriture, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle permet d'accélérer considérablement le processus, quoi. C'est-à-dire que les échanges font que ça va plus vite, il y a plus d'idées. Quand on est en confiance, quand on écrit en confiance avec quelqu'un, et c'est vraiment un préalable indispensable, on peut être très critique tout en étant très bienveillant et très constructif. On s'échange plus de références, on a l'esprit plus alerte, en fait, tout simplement. On a quand même tendance à tourner très rapidement autour de nous-mêmes quand on écrit seul. La coécriture, elle permet d'éviter ça, de faire rentrer quelqu'un qui a une autre culture. Donc ça, c'est riche. Et après c'est des questions de phase aussi. Est-ce qu'on écrit tout le long ou pas ? Moi, par exemple,
J'ai connu la coécriture sur la fin, alors que j'avais accompagné les combattants. Ça s'est passé comme ça. J'ai commencé le film tout seul. J'ai écrit pendant 2 ans seul. Puis ma camarade Claude Le Pape m'a rejoint pendant 1 an. Avec Pauline, ça a été l'inverse. Avec Pauline Munier, ça a été l'inverse sur Le règne animal. On a commencé ensemble et j'ai terminé tout seul. Ça peut être, oui, ça peut guider différentes étapes selon ce qu'on recherche, selon ce dont on a besoin sur un projet. Si c'est débroussaillé beaucoup au début pour les personnages, pour les thématiques, ou si c'est plus des questions de structure, de dialogue, c'est mieux sur la fin. Enfin bon, il y a un peu une expérience à chaque fois. Moi, j'ai toujours eu l'impression de redémarrer un peu à zéro quand même hein, sur ces questions-là, de trouver le bon binôme. Mais l'essentiel, c'est d'avoir du respect. J'irais même jusqu'à dire de l'admiration pour l'autre. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir le sentiment d'écrire pour l'autre, alors que c'était mon film. Donc c'est... Non, il y a peut-être juste deux choses peut-être que je voulais rajouter, c'est que tu l'as évoqué, c'est très bien, c'est que depuis le début de nos échanges, on parle de cinéma. Et c'est vrai que une série s'écrit totalement différemment. Et là on est toujours effectivement, à part peut-être sur les premiers éléments fondateurs d'une série qui sont la Bible et éventuellement le pilote, tout est fait, que ce soit les arches, ensuite tous les dialogués, tout est fait à plusieurs. Donc là, il y a un autre rapport à la collégialité de l'écriture, c'est assez rare. Il y a bien sûr, faudrait voir un peu comment Éric Rochant a écrit sur le bureau, faudrait voir, il y a des exemples comme ça avec des gens qui écrivent assez seuls, mais sinon pour les séries en général, c'est pas la même culture, donc ça il faut l'avoir en tête. Et après, voilà, juste effectivement sur la solitude d'un auteur sur une œuvre. Oui, avoir quand même en tête qu'on a en France la culture effectivement de l'auteur, et que donc une œuvre, c'est un petit détour, mais c'est quand tu parlais de solitude, une œuvre n'existe même juridiquement que parce qu'elle est l'émanation d'une personnalité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous l'avez peut-être déjà. C'est quelque chose d'important. C'est pas le droit, par exemple, aux États-Unis n'est pas le même. En France, une œuvre n'existe que parce qu'une personnalité, parce qu'elle est l'émanation d'une personnalité. Ce qui fait donc d'ailleurs que juridiquement, on aurait la question de peut-on séparer une personne de son œuvre. En fait, elle était tranchée théoriquement. Donc, et donc, effectivement, c'est par définition un exercice, même si on peut écrire à plusieurs. Voilà, c'est quand même la création d'une œuvre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que ta propre œuvre, parfois, tu peux déléguer une part à quelqu'un d'autre, alors qu'au final, ça restera dans un cinéma français qui valorise beaucoup le réalisateur. Ça restera quand même ton œuvre, in fine, sera vue en tout cas comme telle aujourd'hui. Et j'ai aimé beaucoup ce que tu disais, Sylvain, sur le fait qu'à Film Talent, et un peu comme chez Zelig, hein, l'idée c'était vraiment de défendre les scénaristes et aussi de les défendre et parfois même de les protéger par rapport aux producteurs. Est-ce que tu peux, parce que je trouve que ça fait écho à ce que disait Léonie et aussi Thomas, hein, sur le statut et la difficulté en fait aussi pour le scénariste, hein, qui n'a pas le statut d'intermittent du spectacle, pour arriver à en vivre en fait. Donc sur ces questions-là, comment vous les protégez, comment vous les défendez, voilà, c'est des choses très, très concrètes, mais qui font aussi le quotidien de ce métier et sa difficulté. Alors oui, voilà, ça pourrait partir un peu dans la réponse à... On veut des noms, en fait. Voilà. Les non, producteurs voyous. mais exactement, mais tout à fait. Parce que justement, un des enjeux aussi, c'est à notre humble place, quand même, faire en sorte que les gens qu'on accompagne travaillent aussi avec des bons producteurs. Parce qu'il y a des très bons producteurs. Il y a des producteurs qui connaissent la place des auteurs, qui respectent le regard des auteurs, qui payent bien les auteurs aussi. Et donc, nous,
parmi les choses qu'on est amené à faire, et c'est aussi d'être de bons conseils pour éviter beaucoup d'écueils, et que justement aussi à cet endroit-là, les auteurs soient respectés. Et après, oui, bien sûr, mais ça c'est assez classique. Si on revient au rôle de l'agent, c'est bien sûr d'assumer un échange, un rapport de force parfois avec les producteurs, de manière à ce que tous les enjeux potentiellement conflictuels soient totalement latéralisés vers l'agent, et de protéger in fine la relation entre un auteur et son producteur. Parce que écrire un film, c'est long, ils travaillent beaucoup ensemble. Donc le fait que nous, les bons producteurs le savent, on est aussi là pour fluidifier et protéger les rapports qu'ils ont avec les auteurs avec lesquels ils vont développer un film pendant 3 ans, 4 ans. Et donc il y a cet enjeu qui est d'assurer effectivement cette part conflictuelle. Mais les bons producteurs, on a des rapports plutôt en bon terme avec eux. D'ailleurs, les bons producteurs, en général, se dirigent très vite vers les agents, refusent de parler de beaucoup de choses aux auteurs, aux réalisateurs, pour justement protéger aussi cette relation. Des bons producteurs savent, je dis pas ça pour le plaisir de défendre la fonction de l'agent, mais savent qu'on peut fluidifier les rapports, les simplifier, faire gagner parfois en vitesse aussi. Donc voilà, je ne sais pas si c'était exactement la question que tu as posée. C'est très bien. Alors je me tourne à nouveau vers la salle. Attends, je peux juste préciser un truc, c'est que enfin, concrètement ce que tu dis, c'est qu'on ne parle pas d'argent avec le producteur. Les auteurs, c'est ça l'intérêt d'avoir un agent, c'est d'éviter cette question-là. Après, je trouve qu'il y a 2 principes qu'on peut essayer de respecter, nous auteurs, et les producteurs, mais ça demande un investissement supplémentaire, c'est de pas accumuler. C'est-à-dire que moi j'ai eu tendance, comme tous les scénaristes débutants, à accumuler les projets. C'est une très mauvaise idée pour sa propre carrière. C'est une très mauvaise idée surtout pour les projets qu'on défend, parce qu'au bout d'un moment on n'a plus le temps du tout de travailler. Parce que quand on commence sur un film, ça a l'air simple, et à chaque fois les problèmes se complexifient avec l'écriture, et on se retrouve avec des couches de problèmes à régler, de rendez-vous qu'on peut pas honorer, et en plus de ça on se retrouve tous dans le même agenda avec les mêmes commissions, et donc il faut accélérer au même moment, et donc là ça devient c'est pire qu'une veille de partiel, quoi. Ça devient vraiment très très compliqué. Donc ça faut qu'on évite de le faire, et de l'autre côté il faut que les producteurs évitent de fonctionner comme des écuries où ils font rentrer chaque année 5 ou 6 réalisateurs ou auteurs en se disant il y en a bien un sur les 5 qui va faire un film, ce qui est une façon de minimiser le risque, mais c'est terrible comme perspective. Donc ça, faut être attentif à ça quand on les rencontre, les producteurs. Moi, c'était la première question que je leur posais, c'était qui vous faites rentrer cette année, quoi. C'est ça que je voyais qui ils avaient, puisque ça, ils peuvent pas trop le cacher. Mais la question, c'est en festival de court-métrage, ou quand il faut rentrer des nouveaux talents, est-ce qu'ils en font rentrer 5 ou est-ce qu'ils en font rentrer 1 tous les 3 ans? Donc ça, faut bien faire attention. Et évidemment, ce qui garantit que nous, on n'accumule pas, et qu'eux, ils n'accumulent pas non plus, c'est évidemment qu'on paye bien le scénario. Parce que si on paye bien le scénario, il n'y a pas de raison d'en faire 10 là où on peut en faire un bien. Et donc c'est là où l'agent doit négocier avec force. Oui, tout à fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Négocier, et puis faire aussi, ce qui peut être assez chronophage, mais ça fait partie du boulot, un travail de veille aussi. Un travail de veille important pour savoir quels sont les projets qui existent, où est-ce qu'ils en sont, où en sont les producteurs de leur projet. Donc, voilà. Ouais. Ah oui, dernier petit indice pour donc pas faire la liste des producteurs voyous, mais au contraire la liste des bons producteurs. Ce qui parle pour eux, c'est généralement quand ils reconduisent quand un réalisateur ou une réalisatrice a une relation de long terme avec un producteur, a fait 5 ou 10 films avec, c'est que généralement ça s'est bien passé. Parce que sinon on se barre vite, c'est vraiment trop dur, quoi. Bonjour madame, bonjour monsieur, ravi de vous voir aujourd'hui ici. Particulièrement, c'est un honneur d'être là. Et j'aimerais bien savoir, quand nous allons lancer un scénario, l'idée, donc vous avez déjà l'idée que vous commencez à écrire le scénario pour un long métrage. Est-ce que vous prévoyez le budget, ou si vous avez un producteur qui vous laissera en marge de choix, je sais pas,
moi, comme un amateur, quand j'écris peut-être un petit court-métrage, je prévois quelques milliers d'euros. Mais quand on est au niveau professionnel, j'ai l'impression que quand on va lancer un long-métrage, du coup, il faut plutôt prévoir un petit peu le budget au début, où ça vient au fur et à mesure, quand vous continuez à écrire ou quand on a un producteur qui accepte le projet. Merci. Je commence. En fait, ça dépend un peu de ton rôle et ton statut au moment où tu commences. C'est-à-dire que si tu es scénariste et que tu envisages de le réaliser et que t'en as pas fait, et que c'est un long métrage et que tu n'en as pas fait d'autres avant, de toute façon, il y a déjà une sorte d'économie standard qui t'attend, qui te tend les bras. Donc le budget, je peux te le donner, avant même que tu aies écrit une ligne. Ça sera très compliqué de trouver plus de 3 millions d'euros, et ça sera très compliqué de le faire en dessous d'1 million. Donc tu vas être entre 1 et 3 pour ton premier, à peu près, quoi. Enfin, pour le cinéma d'auteur, ça sera ça. À moins que tu partes sur quelque chose qui soit très commercial, mais qui se financera autrement et qui se finira par être réalisé sans toi. A priori. Je pense que pour un premier, tu peux pas, non ? Tu commences pas par un film à 7 millions, même très bien écrit, je pense pas que ça existe. Il y a des cas contraires, Le Chant du Loup, mais c'est rarissime. Donc voilà, il y a une économie standard des premiers films, et ensuite, sinon, en dehors de cette règle-là, c'est à peu près le seul truc standard au cinéma. En dehors de ça, je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu à la pêche quand on écrit. Moi, je sais pas du tout où ça va. Sur mon dernier film, c'est vraiment en écrivant le deuxième traitement où là, je me suis dit waouh, ça va être coton à faire parce que ça débordait de partout et que le film demandait ça. Il y avait un espèce de truc un peu mutant dans le traitement lui-même, dans le film, qui faisait que avec cette promesse-là, il fallait que ça contamine, que l'idée de base contamine l'univers, et qu'il fallait que ça se voit donc de plus en plus. Et donc ça a fait l'objet d'une discussion avec le producteur. Je me souviens, on était en plein confinement et je lui ai dit voilà, il avait beaucoup aimé le traitement. Il n'avait pas du tout aimé le premier, alors que moi je le trouvais super, mais le deuxième il l'avait trouvé bien. Donc directement on est passé à la discussion numéro 2, c'est t'as remarqué, ça va coûter cher. Il se trouve qu'il avait remarqué. Et il m'a plutôt poussé à tout lâcher, quoi, à y aller à fond, parce que le film le réclamait, parce qu'on a aussi envie de voir où est la limite. Parce que c'est excitant, c'est intéressant de voir où on peut pousser le truc, quoi. Donc il faut pas s'interdire les choses à ce moment-là. Et puis parce que on était en Covid, mais plutôt dans la phase du début, on était encore optimiste sur la façon dont le cinéma allait se relever. Et puis voilà. Et puis mon premier film avait quand même marché, donc on va dire que les signaux étaient au vert pour se dire allons-y, mais on savait pas du tout sur combien. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand on a commencé un an et demi plus tard, à le faire évaluer, les évaluations allaient de 15 millions pour les plus basses à 50 pour les plus hautes. Donc, comme quoi, même après 2 ans de travail, en y ayant réfléchi beaucoup de fois, on était quand même dans une sorte d'approximation globale qui était générale, quoi, en fait. Ouais. Pour ton premier long métrage, est-ce que cette question de l'écriture, enfin cette question du budget, tu l'as prise en compte aussi dans l'écriture pour les combattants, film que tu as écrit dans le cadre de la FEMIS? Disons que il y avait je pense que j'avais à cœur de faire quelque chose d'économique au sens global. C'est-à-dire, je voulais peu d'acteurs, je voulais du temps sur la mise en scène, je voulais filmer des espaces naturels qui, par essence, ne coûtent pas très cher à filmer. Je voulais faire un film d'été simple, je sais pas, il y avait un truc comme ça que j'avais en tête globalement, en dehors de la simple question du coût. Je veux dire, même sur le craft, comme on dit aujourd'hui, je pensais que le film pourrait avoir comme ça quelque chose de très simple et d'évident.
Après, il se trouve que plus on a avancé dans l'écriture, plus les personnages ont commencé à se dessiner, que derrière ce personnage de Madeleine, joué par Adèle Haenel, il y avait cette idée de fin du monde, que si elle croyait à la fin du monde, il fallait mettre en scène la fin du monde, et qu'on se retrouve rapidement à écrire des scènes où il y a la fin du monde. Alors après, on la storyboard, et on se dit, oula, ok, on est en train de sortir totalement des cases. Et ça a été borderline quand même. C'est-à-dire que je crois que le film, on l'a financé à 1,8 million. C'est-à-dire avance sur recette, Canal+, Région et Sofica. On n'a pas eu de télévision, comment on appelle ça, hertzienne. Donc c'est un peu le package minimal, on va dire. Et avec cette somme-là, faire le film qu'on a fait, aujourd'hui on n'y arriverait plus. Parce que les sommes n'ont pas augmenté, mais par contre il y a eu une inflation galopante, vous êtes au courant. Et les frais financiers, notamment des films, ont totalement explosé. Donc on n'arriverait plus à faire ce film-là. Mais là, c'était déjà très très border, parce que en gros, je crois que les effets spéciaux ont été gratuits. Je crois qu'ils nous ont offert les effets spéciaux. On a fait des effets spéciaux à la mano, un peu comme ça, et tout ce qui a été rajouté en VFX a été plus ou moins offert par la boîte, qui est très heureuse d'investir là-dedans et de le faire. Mais si on y avait pensé trop en amont, peut-être que ça aurait inhibé cette fin-là, ce qui aurait été dommage. Mais juste effectivement très rapidement, je pense quand même que l'enjeu de la fabrication et du coût irrigue quand même beaucoup l'écriture. C'est assez omniprésent. Moi j'en discutais avec un scénariste qui est un scénariste notamment de la série Validé, qui la semaine dernière a sorti un roman. Et justement, dans son roman, il m'a dit que c'était aussi un plaisir pour lui, parce qu'il pouvait, donc avec une écriture quand même qui est vers un cinéma qui est pas mal vers un cinéma d'action, il le reproduit dans son roman. Et effectivement, si son roman devait être adapté tel quel, on serait sur des budgets à 500 millions de dollars. Donc il y a aussi il y a d'autres soupapes, mais effectivement là justement la liberté totale d'écriture, je sais pas, elle est par définition encadrée et difficile encadrée par des enjeux simplement de production. Mais après, ça dépend aussi de vers quelle aussi sorte de cinéma vous vous tournez, etc., etc. Ouais, c'est vrai que quand tu dis vers quel cinéma on se tourne, c'est-à-dire que là on parle de combien ça coûte, mais forcément l'envers de la médaille, c'est combien ça va rapporter, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même très souvent renvoyé à ça. Si on veut faire un film qui coûte... c'est-à-dire qu'en gros, en France, il y a quand même le cinéma d'auteur et le cinéma commercial. C'est pas caricatural, ça se passe vraiment comme ça. Et entre les deux, il y a quelques communications possibles. Et on est nombreux à essayer d'être là. Parce que ça permet de continuer à faire du cinéma d'auteur avec des exigences, de chercher des fonds publics et des fonds privés, et de faire un peu le grand écart entre des trucs très contradictoires. Et il y a quelques places à prendre là-dedans, mais c'est pas du tout évident. C'est plutôt une sorte d'oligopole à franges en termes commercial. Et donc le cinéma d'auteur, il y a une limite, il y a des plafonds. Et voilà, il y a un plafond de verre. Aujourd'hui, il est à quoi, 3,5, 4 strictement, enfin en vrai hauteur. Voilà. Et le cinéma commercial, on va être au-dessus de 5, 6, 7. Après, il n'y a pas de limite. Astérix, c'est 60, 50, je ne sais plus. Et entre les deux, il y a quelques partenariats possibles. Mais c'est vrai que à partir du moment où on sait qu'on va dépasser les 3 ou 4, ça veut dire que le film doit être rentable par lui-même, donc on change de catégorie. Et on n'attend plus du tout la même chose, ni du script, ni du cast, ni de... Voilà. Bonjour, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous faisiez au tout début quand vous écrivez les scénarios, quand vous les lisiez, que maintenant vous essayez d'éviter à tout prix dans la construction des personnages, dans la structure des choses que vraiment vous essayez au max d'éviter? Merci. J'aimerais tant. Il y a le truc dont je parlais tout à l'heure, c'est écrire trop vite. Ça, j'essaie de plus faire. C'est-à-dire que, par exemple, les combattants, j'ai écrit les 60 premières pages sans réfléchir à la structure. Ça, je fais plus.
Parce qu'après, on est bloqué, il faut tout j'ai mis beaucoup de temps Après, j'ai quand même écrit une fin, mais j'ai vraiment tout recasser, tout détruire pour reprendre à zéro. Donc ça, c'est pas des idées géniales. Je pense qu'il y a quand même il y a ces grosses questions, c'est quand même toujours les mêmes. Hein. C'est qu'est-ce que veut le personnage ? Ça, c'est difficile de commencer à écrire sans avoir une idée de ça. Alors, elle peut changer, elle se précise généralement, cette question-là. Mais avoir l'impression qu'on a un personnage qui est gracieux parce qu'il est chahuté par les événements, etc., et qu'on n'a pas réussi à saisir son désir, ça, c'est une bonne raison de ne pas commencer à se jeter dans l'écriture, si on n'a pas ça de manière un peu nette à l'esprit. Mais en dehors de ça, je trouve que entre guillemets, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que tes erreurs, c'est aussi ta singularité, c'est aussi ce qui va faire que le script il sera différent des autres. Donc, enfin, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'erreur, c'est plutôt qu'il n'y a pas de règles. Moi, c'est en ça que j'aime pas trop les méthodes d'écriture, les Truby, McKee, etc. Ça m'a jamais parlé parce que j'ai l'impression qu'il y a une façon déductive de déduire un film. On déduit un film d'une idée, on prend une idée, on va chercher dans le monde un sujet à la mode, on le prend et ensuite on déduit le scénario à partir d'un thème en se disant ok, donc il me faut un personnage qui porte cette thématique, il faut quelqu'un qui l'aide, il faut un opposant, et on déduit une structure, etc. Et en fait ça crée des stéréotypes, quoi. Donc c'est intéressant de fonctionner avec l'instinct aussi, enfin d'abord, sinon après c'est l'IA qui prendra le relais. Moi, j'ajouterais que, en fait, je reviens toujours un peu à la même chose, mais je sais que à l'époque où j'étais à la fac, c'était pas forcément évident justement de se faire lire et d'accueillir les retours. Et ça, c'est quelque chose pour le coup, je sais que je m'applique beaucoup plus aujourd'hui, c'est soumettre mon scénario à des lecteurs qui ont plus ou moins les cartes pour que ce soit des amis ou que ce soit réellement des lecteurs ou des lectrices. Mais en tout cas, le fait d'accueillir le retour, d'accepter aussi, je parle évidemment au stade où j'en suis et où vous en êtes sans doute aussi, hein, mais voilà, comme tu le disais tout à l'heure, on est très solitaire, on y croit peu ou pas des fois, on y croit beaucoup à d'autres moments, mais accueillir le retour et aussi s'ouvrir à la collaboration, c'est quelque chose, moi je sais, qui était très peu présent finalement dans ma formation à Paris 8. C'est pas tellement quelque chose auquel j'ai été poussée. On m'a pas tellement proposé d'aller travailler avec quelqu'un d'autre à l'écriture même. Le travail de coécriture, la proposition de la rencontre avec quelqu'un d'autre sur un projet que vous avez décidé de réaliser, je trouve ça très intéressant et assez très souvent nécessaire, quoi. Donc en tout cas, moi, ça serait quelque chose que, par rapport au court-métrage que j'ai fait pour valider mes études, c'est quelque chose que j'amènerais différemment sur la suite. C'est réellement accepter de se faire lire, parce que ça sera le cas tout le temps, en fait, et accueillir les retours des autres, et éventuellement accepter la collaboration et accepter que votre film peut sans doute être meilleur si quelqu'un vient poser un regard dessus, vous aider à le développer différemment. Voilà. Je suis d'accord avec ça, moi j'arrive pas du tout à le faire, mais je suis totalement d'accord. En conseil pratique, je dirais un truc, c'est faut se méfier du mystère de l'histoire. Il y a souvent un truc en début d'écriture où on trouve excitant une histoire qui est mystérieuse ou un personnage qui est mystérieux. Et en fait, c'est souvent plus intéressant de creuser le mystère dans le film plutôt que de démarrer dessus en se disant que ça va être fascinant pour le spectateur. Parce que ça marche rarement très longtemps, en fait, et ensuite ça pose un gros piège, c'est que tu es obligé de ne pas le révéler. Donc ton film finit par ne plus avancer, quoi. Et donc parce qu'un film, il a évidemment sa timeline temporelle, il avance, quoi, mais il doit creuser quelque chose. Et donc si le premier truc que tu mets, c'est un voile de brume en disant
nous resterons prudemment derrière. Ça permet pas de... Et ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. En tout cas, c'est un stigmate qu'on trouve dans beaucoup de premières écritures et dans beaucoup aussi de premiers films, de rester très à distance de l'histoire, parce qu'il y a un personnage qui semble fasciné par quelque chose, ou une histoire qui semble fascinante pour une raison très mystérieuse, mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Si ce n'est qu'on peut avoir ce rapport-là dans la vie et que c'est très beau, ça crée une mélancolie, etc. Mais ça ne peut pas être le carburant d'un film, quoi. Et c'est pour ça que, moi, je trouve toujours intéressant d'essayer de discuter avec le pourquoi, avec pourquoi le personnage agit, qu'est-ce qui le met en mouvement, et avec ces notions de base de personnage, désir, obstacle, conflit. Essayer de comprendre comment ça se régénère dans l'histoire, comment ça permet d'approfondir quelque chose, comment ça permet d'approfondir un personnage aussi, et ça, à mon avis, ça permet d'ouvrir sur des mystères plus grands. À mon avis, plus on est clair au début, plus on a le droit d'être mystérieux, vaporeux et fascinant plus tard. J'ai une question peut-être un peu stupide, mais par rapport à nos amis nord-américains aux États-Unis, où il y a vraiment un marché du scénario, il m'avait semblé, ou en tout cas j'avais beaucoup entendu, qu'il n'y en avait pas vraiment en France. Et là, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est en train de changer, ou alors, par rapport à ce que vous dites, dans l'idée où la plupart du temps, les scénaristes sont aussi les réalisateurs de leur scénario, en fait. Voilà, je veux savoir si ça avait changé, ou si ça tend à changer. Non, exactement. Alors là, il faut peut-être aussi séparer. Alors, pour le cinéma, je pense dans un schéma de financement classique en France, on n'a pas beaucoup encore évolué là-dessus. Il y a des choses qui changent un peu, notamment par l'arrivée des plateformes, mais les plateformes s'intéressant jusqu'à aujourd'hui quand même à un certain type de projet. Mais pour le coup, effectivement, de vendre à ces plateformes des scénarios, je parle des unitaires, hein, qui peuvent être peu ou prou comparés. Pour les unitaires, là, il y a un marché qui se crée un peu. Effectivement, on peut aller proposer à une plateforme un scénario très bien ficelé et ensuite aller chercher un réalisateur dessus. Maintenant, pour... effectivement, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que effectivement, c'est pas du tout comparable le marché effectivement du scénario en France et aux États-Unis. Avec aussi des choses parfois un peu, ça permet aussi d'éviter certains écueils, notamment le marché des scénarios aux États-Unis. Il y a quand même quelque chose qui est assez courant. C'est pour protéger des projets, pour les faire démarrer, c'est d'immobiliser aussi tous les concurrents en achetant les scénarios. Par contre, effectivement, moi c'est quelque chose, j'ai souvent eu notamment des étudiants qui sortaient d'école avec des scénarios hyper ficelés mais qui n'avaient aucunement l'intention de les réaliser, et on est très 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 souvent complètement bloqué parce qu'effectivement sur des longs métrages c'est très difficile de les faire partir ensuite, et là il y a quelque chose qui effectivement qui est spécifique, en tout cas qui est en contradiction avec ce qui se passe aux États-Unis, sauf si c'est un long métrage qui a vraiment un ADN d'unitaire, soit pour les chaînes hertziennes, soit effectivement pour les plateformes, où là c'est autre chose. J'ai pas trop de compétences là-dessus. Non, je me demande à quel point il y a un marché du scénariste aussi en France. C'est-à-dire, est-ce que où on les trouve, les scénaristes? Je sors, je veux chercher un scénariste, je vais où? Ils sont représentés, c'est la guilde, je vais à la guilde, je vais au lecteur anonyme. Le SCA, oui, il y a le SCA aussi, le syndicat des cinéastes associés, c'est ça? Mais il n'y a pas vraiment de banque du scénario, quoi, je crois pas. Non. Après, non. Parce que c'est là où les entremetteurs, que sont les agents, les producteurs, jouent leur rôle. C'est-à-dire qu'en France, un scénario, il faut l'envoyer à un producteur auquel on croit, il faut le faire lire à un agent qui peut
qui peut le faire lire à des porteurs de projets qui pourront le faire financer. Enfin, il y a quand même un truc de milieu, quoi. Ouais. D'où la difficulté d'y entrer, je pense aussi. Ouais. Mais puis il y a des yeux posés aussi sur les écoles, je pense, de la part des producteurs. Et c'est vrai que tout pousse à réaliser en France. Bon, en l'occurrence, enfin, ce qui me concerne, c'était une envie que j'avais, mais le fait de sortir en ce qui me concerne, je voulais sortir de l'école avec un scénario, il a été lu directement comme porté par quelqu'un qui était destiné à le réaliser, quoi. Et du coup, après, il y a un alignement des cartes, parce que on sort de telle école, on a un scénario, il a tel stade d'avancement, on va présenter l'avance sur recette donne une légitimité pour aller voir un distributeur. Si on a fait un court-métrage par ailleurs, c'est cool, et ça permet de finir d'aligner les planètes. Mais même sans court-métrage, ça marche. Il y a beaucoup de cas où Céline Sciamma, par exemple, n'avait pas réalisé de court-métrage, mais en revanche, c'était évident, en sortant de filière scénario à la FEMIS, qu'elle devait réaliser son long, parce que tout se structure, tout le système de financement du cinéma français, il se structure autour du scénario. C'est ça le paradoxe, c'est que le scénario a une place centrale, et les scénaristes, le statut de scénariste n'a aucune place en France, enfin en tout cas une place grandissante, mais toujours assez peu régulée et acceptée, quoi. C'est scénariste de cinéma associé, ça vient de me revenir, hein, pour pas dire de bêtises. Oui, le SCA, donc scénariste, exactement. Ah oui. Scénariste de cinéma associé, je vous recommande la lecture d'ailleurs de ce volume, hein, c'est vraiment un autoportrait, la parole de scénariste, qui vous permet vraiment de plonger dans ce qu'il y a de plus passionnant et beau dans ce métier, et aussi les difficultés. Et c'est notamment Cécile Vergafti qui a donc, avec qui tu as travaillé dans le cadre de ton master, Léonie, qui était enseignante chez nous, qui a aussi participé et coordonné ce volume. Donc vraiment, je vous le recommande. Alors, est-ce qu'il y a encore... J'ai vu des mains se lever. Ouais. Oui, moi, j'aurais une petite question. Mais oui, tu as le droit. On parle beaucoup, et on ne parle même que du scénario depuis le départ, parce qu'on sent que c'est quelque chose qu'on investit énormément, parce que c'est comme ça qu'on va financer le film, voilà. Et ma question, qui s'adresse peut-être en priorité à Thomas, mais tout le monde pourra peut-être dire un mot, c'est comment est-ce que justement on se libère de ça, on passe à la réalisation ou à la mise en œuvre concrète du film. D'abord, est-ce que la préparation, les repérages, tout ça, c'est quelque chose qui, par exemple, pour Thomas, se fait conjointement à l'écriture? Est-ce que c'est 2 temps séparés? Parce que parfois, comme ça, quand on le voit, on a l'impression que c'est 2 temps radicalement séparés. Est-ce que c'est le cas? Ou comment est-ce qu'en tout cas ça peut influencer, c'est-à-dire la rencontre avec des acteurs, avec ça, l'écriture? Et puis ensuite, quand on passe à la réalisation du film, quelle place on accorde au scénario? C'est-à-dire, quel statut on lui accorde, et si on veut s'en libérer, comment est-ce que justement on peut défendre certains choix qui vont peut-être remettre en cause, parce que le tournage se passe d'une certaine manière, on a des rencontres qui font que d'un seul coup on s'éloigne du projet tel qu'il a été écrit. Comment ça se passe, notamment dans les discussions avec tous les autres interlocuteurs, le producteur, les distributeurs éventuellement, enfin voilà. Comment est-ce que l'écriture entre en relation, parfois en opposition, avec le reste des étapes de la fabrication du film? Donc on a 4 heures là. Alors, pour commencer, en gros, moi j'ai voulu être scénariste à la base parce que j'avais l'impression que c'était l'endroit où je serais le plus légitime. Et puis j'avais vraiment une idée de la réalisation qui était... je voyais ça comme un truc très lointain, très technique. J'ai l'impression que c'était presque un métier d'ingénieur, quoi. Voilà. Et donc j'ai passé assez naïvement le concours d'une école de cinéma en me disant je veux être scénariste, je veux écrire des histoires. Et puis j'avais aussi l'impression que c'était peut-être là où il y avait le plus de choses à faire aussi en France, parce que comme beaucoup, j'étais cinéphile et souvent insatisfait sur cette question-là des histoires. Et c'est utile, cette colère-là ou ce sentiment de frustration parfois. Bref, en tout cas, la réalisation, c'est venu pendant les études, et vraiment comme
une continuité au travail d'écriture. C'est ça que j'ai découvert en fait en faisant un court métrage que j'ai fait en parallèle. En fait, on avait monté une petite boîte de production avec des copains. On a financé le film. Et je l'ai fait entre 2 années d'école. Mais vraiment, ce que j'ai senti, c'est que c'est d'ailleurs, à la base, je crois qu'on comptait même le co-réaliser ensemble. Enfin, il y a une espèce de truc un peu, voilà. Et ça s'est fait de manière un peu plus classique. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'était pas du tout un métier d'ingénieur, c'est plutôt un métier de chef d'orchestre, on va dire, avec en gardant à l'esprit vraiment la dynamique dans laquelle on est lancé depuis l'écriture. Encore une fois, je ne parle que du cinéma d'auteur, c'est-à-dire que j'ai jamais été confronté pour l'instant à l'idée de réaliser quelque chose que j'ai pas écrit. Auquel cas, je pense que la réponse serait sans doute plus claire, plus scindée entre ces 2 étapes. Comme je vois les choses aujourd'hui, en tout cas sur mon dernier film, l'écriture a continué jusqu'au dernier jour du tournage. Vraiment. C'est-à-dire que tous les jours, j'écrivais. La plupart du temps seul. Parfois, il m'est arrivé de rappeler ma co-scénariste qui travaillait plus vraiment sur le projet depuis 2 ans, et elle était ravie d'échanger des textes avec moi, et on a réécrit des choses ensemble pendant le tournage. Donc ça n'a jamais cessé. Et évidemment, la préparation, qui est peut-être l'étape la plus cruciale d'un film, parce que c'est là où le film il varie énormément, quoi. Il bouge beaucoup. Normalement, la prépa, ça arrive quand le scénario est terminé. Enfin, si les étapes étaient aussi claires, ça serait voilà, on écrit, c'est fini, on cherche l'argent, c'est fini, on prépare, c'est terminé, on tourne. Évidemment, quand on commence la prépa, l'écriture n'est pas terminée, on a un tiers de ce qu'il faut pour faire le film, on ne sait toujours pas s'il va se faire, il y a des acteurs qui ont des plannings qui changent, etc. Enfin, c'est un vrai bazar, quoi, à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film, il se cherche, il y a des gros tournants à ce moment-là, il y a des coupes aussi, parce que souvent on est trop long, que ça coûte trop cher, ou qu'il y a des choses, on commence à voir comment elles vont être faites, comment on va pouvoir les faire, et ça ne nous intéresse pas du tout. Donc la prépa, c'est un moment où on réécrit énormément le scénario. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, on réécrit, mais moi je ne touche plus à ce stade-là, je touche plus à la structure. C'est-à-dire que la structure, elle est vraiment posée à la fin de l'écriture. Généralement, je la trouve même avant. C'est pas le. Et c'est ça, moi j'ai l'impression que mon métier, c'est ça, c'est de maintenir la structure du début de l'écriture jusqu'à la. Parce que la structure, c'est elle qui contient l'idée, c'est elle qui contient le ton, c'est elle qui contient les trajets de personnages, c'est ça le principal, et je le maintiens le plus loin possible. Et tant que ça marche, j'essaie de le faire marcher. Et c'est au moment où ça marche plus que je peux casser des trucs, couper, soit en prépa, soit au montage, soit. D'ailleurs, oui, je disais, je continue jusqu'au dernier jour de tournage, mais l'écriture continue même au montage, y compris les dialogues qu'on change au montage, qu'on coupe, qu'on refabrique, qu'on transforme, qu'on post-synchronise, qu'on traduit en off. Il y a quand même des scènes qui changent de place, d'autres qui disparaissent. Donc l'écriture, c'est... Aujourd'hui, je crois que c'est ça presque la définition de ce que c'est un film d'auteur, c'est que ça continue à s'écrire tant que c'est pas fini, quoi. Tant que c'est pas un film, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est l'exemple des combattants pour la fin que tu as réécrite. Enfin, c'est les retakes. Ah oui, alors là pour le coup, ça c'est radical. J'ai réécrit la fin après le montage. Donc on l'a retourné. Dans un parking à Aubervilliers. Ouais, c'est un film d'été tourné en forêt au mois d'août, et les 2 dernières scènes, on les a faites sur un parking effectivement pas très loin d'ici, avec 2 machinaux qui tiennent un fond vert sur lequel on a incrusté le décor filmé en août. Avec des comédiens qui étaient plus du tout dans le délire, mais parce que ça marchait pas. On s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Au tournage, c'était ok. Les scènes, je les ai relues il y a pas très longtemps parce qu'on en parlait, et je me suis dit ouais, c'était quand même belle ces scènes et tout, mais ça marchait pas. Il y avait un truc qui fonctionnait pas pour des raisons techniques, quoi, parce que les acteurs étaient immobiles et il fallait qu'ils marchent à ce moment-là, et ça se voyait en fait quand au montage, j'avais vraiment l'impression que le film se plantait vraiment. Enfin, voilà, il plantait son énergie sur les 2 dernières scènes. Donc, il a fallu les réécrire. Donc là, j'ai rappelé ma co-scénariste. On a retravaillé les dernières scènes. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'avait pas vu le film, mais elle a compris tout de suite quand je lui ai dit j'ai ce problème-là parce que tu as vu ce qu'on avait écrit, il se passait ça, ils étaient assis dans l'herbe, ils parlaient de ça et ça, et ça marche pas pour telle et telle raison. Et elle m'écoute, elle dit mais oui, c'est normal. Ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est ça, et c'est une erreur, quoi. Donc on a réécrit la scène avec
avec des personnages qui avaient une autre énergie. Du coup, ils parlent d'autre chose. Et surtout, ils parlent. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient assis et qu'ils parlaient du passé. Et dans ce qu'on a écrit, ils sont en marche et ils parlent de l'avenir. Et ça change tout parce que c'est le mouvement du film. Mais bon, pour ça, il faut que tout le monde soit à peu près OK pour. Enfin, c'est-à-dire que les acteurs, ils ont quand même été très sympas de venir tourner une scène d'été en t-shirt sur un parking 6 mois après. Ils n'étaient pas obligés, quoi. Enfin, faut quand même que ça se passe bien, quoi. Comment est-ce qu'on défend justement le fait de s'éloigner d'un scénario sur la base duquel le film a été... c'est aussi ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'à ce moment-là on reste auteur de son film, mais quelque part, comment est-ce que ça s'est passé, par exemple, dans les relations, enfin les choix, les relations avec les producteurs ou les personnes qui sont... Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, justement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de liberté. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'une fois que les étapes, la validation du projet a eu lieu, j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est peut-être plus facile à ce moment-là. Mais voilà, c'est une vraie question que je pose à tous. Voilà, comment est-ce que on gère cette question de la distance qu'on prend par rapport au projet tel qu'on l'a écrit et quand on le fait. Voilà. Je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de la distance, on ne s'éloigne pas, on se rapproche en fait. On se rapproche de ce qu'on est en train de chasser depuis déjà 4 ans. Et on est au meilleur endroit pour savoir que pour être encore plus près de ce qu'on veut raconter, il faut changer ça et ça. Donc c'est pas du tout un éloignement, c'est vraiment un moment où on est capable de faire des choix qu'on ne pouvait pas faire 6 mois plus tôt ou 3 mois plus tôt, ou parfois 3 heures plus tôt, soit en coupant, soit en changeant le lieu, soit en changeant le thème de la scène ou le dialogue. Donc ça peut arriver n'importe quand au tournage, ça arrive assez fréquemment. Et évidemment au montage, c'est le cœur du réacteur. C'est pour ça qu'il faut tourner plus. Parce que évidemment, tout le monde a envie qu'on coupe avant, mais il faut avoir de la matière à couper au montage justement pour trouver ce qu'on n'a pas trouvé avant. Et puis il y a aussi cette logique de les images sont souvent plus fortes que les mots. Enfin, en tout cas, c'est ça la difficulté d'écrire un texte qui n'est pas un objet fini. Un scénario n'est pas un objet fini. Donc il y a une marge pour ce que l'image, le son, ces sensations-là vont raconter. Et souvent, une scène, elle fait beaucoup plus que le job. Quand elle est réussie, elle fait beaucoup plus que le job. Elle fait le job aussi des scènes d'après. Donc il y a toujours un truc comme ça où le film il se met à cavaler et être donc disons qu'en tout cas on est au meilleur endroit à cet endroit-là, aux commandes de son projet, en réalisation, sur un tournage ou au montage, on est au meilleur endroit pour savoir ce qu'il faut changer. Et donc dans ces cas-là, on a personne à convaincre parce que tout le monde le voit, ça se voit quoi, que la scène va être mieux si on fait ça. Et à moins qu'effectivement ça suscite une augmentation effarante du coût de production, tout le monde est super d'accord pour faire le changement.